Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cet atelier consacré, vous venez de le voir derrière moi, à la problématique de l'entreprise familiale confrontée aux défis de l'international. On va croiser ces deux déterminants, ces deux caractéristiques. Entreprise familiale d'un côté, développement, croissance internationale de l'autre. Je suis Xavier de Bontrich, je suis journaliste indépendant. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour animer cette rencontre et vous présenter sans plus tarder la composition du panel qui vous fait face. Il a été souhaité pour la construction de cet atelier vraiment que nous puissions mêler l'expertise, le témoignage très concret. Il y a 3 chefs d'entreprise qui vont nous partager dans quelques instants leur vécu de cette internationalisation de leurs entreprises, qui sont, vous l'avez compris, à capitaux familiaux, générations qui ont construit et développé leurs activités. Et puis, on mettra en perspective leurs témoignages avec nos amis d'EY et du fonds FBN, Family Network Business Network. Ça y est, je suis très fatigué, je mélange les acronymes. FBN Network France, avec vous, Caroline Mathieu, dont vous êtes la déléguée générale, et puis Isabelle Agnel, associée chez EY, qui pourra nous apporter toute l'expertise du cabinet sur justement la mise en perspective et l'analyse des témoignages qui nous sont donnés pour faire ressortir les traits essentiels qui les caractérisent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous, Emmanuel Denoulet. Vous êtes investisseur chez BPI France. Vous êtes à la manœuvre pour avoir construit ce plateau. Et c'est important que vous reprécisiez les enjeux de cette internationalisation des entreprises familiales. Les entreprises familiales à l'international, c'est le cœur de votre activité aussi chez BPI France. Vous les connaissez bien, vous en avez sélectionné quelques-unes pour nous éclairer là-dessus. Pourquoi s'y intéresser ce soir? Oui, absolument, Xavier. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Donc, moi, je suis Emmanuel Denoulet, donc je m'occupe du fonds de build-up international. On dit FBI, parfois on peut dire FBI pour bien ancrer les esprits. Vous êtes un agent très spécial. Absolument, c'est très spécial. On fait de l'investissement à l'étranger, aux côtés d'entreprises familiales. Alors, pourquoi on a voulu cette table ronde? Donc, il y a 2 mots, il y a familial et il y a international. Familial parce que on s'est aperçu, il y a plusieurs années déjà, que l'économie française dépendait fortement des entreprises familiales. On a 150 000 PME et TI en France. On en a 50 000, donc un tiers qui sont familiales. Et elles ont des caractéristiques incroyables parce qu'elles sont en général plus résistantes que les autres parce qu'elles ont une stratégie long terme, donc elles ont plein de vertus pour notre économie. Donc voilà, donc, la mission de BPI, je vous le rappelle, c'est de faire en sorte qu'on ait une économie plus forte. On compte effectivement sur les entreprises familiales puisqu'elles représentent un tiers des effectifs, mais 83% des effectifs de toutes les entreprises, donc c'est absolument massif. Et on souhaite qu'elles aillent se faire voir ailleurs. Alors on aime bien les formules choc chez BPI. Oui, vous en faites des affiches voilà, d'ailleurs. Exactement, on en fait des affiches, donc j'ai pas la primauté, j'ai pas inventé la pub, mais aller se faire voir ailleurs, c'est vraiment aller à l'international. Voilà, il y a un certain nombre d'urgences aujourd'hui. Il y a l'urgence climatique, il y a l'urgence de l'international. Pourquoi? Donc parce que quand on pèse moins d'1% de la population mondiale et moins de 3% du PIB, le marché français apparaît souvent comme un confetti dans l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, voilà, on est vraiment ravis de faire cette 2e édition de la table ronde puisqu'on l'avait lancée l'année dernière. Et on a 2 chances. Déjà, on a 3 entrepreneurs qui ont mobilisé leur temps pour venir nous voir aujourd'hui. Donc, ce sont des belles ETI internationales, avec des entrepreneurs passionnants, qui vont vous expliquer pourquoi il faut y aller et comment on peut y réussir. Et on a aussi 2 partenaires avec qui on travaille de longue date aussi. C'est d'abord EY, et avec Isabelle, qui représente aujourd'hui la practice Family Business d'EY. Donc une expertise qu'on adore parce que ils peuvent vous accompagner partout dans vos projets, sur toutes les disciplines. Et en plus, ils ont les mêmes codes couleurs que nous sur le logo, donc c'est pratique quand on fait des événements en commun. Voilà. Donc alors après, il y a le logo bleu, il y a le FBN après le FBI. Donc il y a Caroline Mathieu qui est là, qui est la déléguée générale. Donc on est ravis aussi
aussi de faire plein de choses avec le FBN. On vous en dira plus tout à l'heure à la fin, parce qu'on garde cette petite surprise pour la fin, parce que voilà, le FBN, c'est un endroit pour les entrepreneurs familiaux, voilà, pour se retrouver, pour se ressourcer et un avancer. réseau international qui a une puissance de frappe et un déploiement sur l'ensemble du globe qui permet de faire des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup Emmanuel Denoulev pour avoir planté le décor, montré l'intérêt stratégique de cette dimension, et vous avez eu cette idée que finalement rien ne valait la démonstration, le partage d'expériences, les exemples concrets. Alors vous avez réuni sur ce plateau trois entrepreneurs. Leur point commun, c'est effectivement le fait d'être à la tête d'une entreprise familiale, et c'est peut-être le seul point qui vous réunit avec cette ouverture à l'international, parce que les métiers que vous incarnez et les dynamiques économiques et industrielles qui sont les vôtres sont assez différentes. Hein. Si je vous présente dans cet ordre-là, on va commencer avec Laurent Dolbeau. Vous êtes alors dans l'industrie du côté de Lyon avec une entreprise qui s'appelle France Air. C'est bien dans cet ordre-là qu'il faut la présenter, et qui est spécialiste de l'aérolique, le transport des fluides dans le domaine industriel. Donc vous adressez de très nombreuses industries et services aussi, des installations où la qualité de l'air est primordiale. Alors je ne sais pas si vous intervenez du côté de Rouen, mais on aurait peut-être besoin de vos services en ce moment. Mais en tout cas, vous travaillez sur de très nombreux marchés, et vous venez, et c'est officiel donc on peut en parler, de signer une très grosse opération, une acquisition, une opération de croissance externe en Grande-Bretagne, qui vous offre l'accès à une dizaine de nouveaux marchés complémentaires de ceux sur lesquels vous étiez déjà implanté. Vous pourrez nous en dire un peu plus dans quelques instants. Je poursuis le tour de table rapidement, et après on va aller dans la découverte plus fine de vos activités. Avec vous, Alain Taïeb, Mobilitas. Personne ne connaît, ou presque, ce nom-là, parce que derrière, c'est une myriade de marques très importantes implantées dans 95 pays et la totalité de l'Afrique. Je crois qu'aucun des pays africains n'échappe à votre métier. Le métier, je ne l'ai pas précisé, c'est le transport, le déménagement, la gestion documentaire, également physique et numérique des documents. Et vous avez constitué un groupe qui pèse aujourd'hui 400 millions d'euros. Je dis vous, en réalité, c'est la génération précédente, puisqu'on est aujourd'hui à la 3e génération, et vos enfants sont à vos côtés dans cette activité, je le disais, présente dans près d'une centaine de pays aujourd'hui, et qui emploie plus de 4100 collaborateurs, et ça a encore dû augmenter depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et puis on termine dans un autre registre et un autre domaine d'activité avec vous, Alexandre Pham, Mr Temp Group. On est dans un domaine de service, puisque là vous adressez le marché de l'intérim, mais pas n'importe lequel et pas n'importe comment, l'intérim digital, l'intérim dématérialisé, avec toute une dynamique fondée justement sur le service accessible via les outils numériques, ce qui n'était pas forcément le cas de l'image qu'on avait de l'intérim et des petites annonces affichées sur les vitrines. Vous avez disrupté ce marché, et aujourd'hui cette activité s'internationalise. Encore modestement, mais vous êtes présent en Italie, vous êtes aussi présent au Canada, et vous nous direz comment vous envisagez de croître à travers un modèle fondé sur la franchise. C'est ça ? Voilà le panorama, vous le voyez, hein, des entreprises de taille et de dimensions différentes. On peut commencer peut-être avec l'actualité brûlante. Vous avez le micro, Alexandre Dolbeau. Je le disais, le directeur général de France Air. Votre entreprise, elle est aussi une entreprise familiale. Racontez-nous peut-être son origine dans le bassin lyonnais, entreprise industrielle au départ. Alors voilà, on n'est pas Air France, on est France Air, effectivement. Et je suis la 4e génération, donc moi j'ai repris la direction générale de l'entreprise il y a à peu près il y a 3 ans. Votre arrière-grand-père. Hein, et elle a été fondée par mon arrière-grand-père au Maroc en 1912, et il a eu une très bonne idée, c'est qu'en 1960 il a senti le vent tourner, et on a créé une entreprise. Il a dit qu'il faut créer une entreprise en France pour faire revenir toute la famille une fois que, si jamais on se fait pousser en dehors du Maroc. Et bien lui en a pris, puisque on est en 84, on a été obligé de quitter le pays. Et on a pu revenir en France, et de 60 à 84, c'est le Maroc qui a financé toute l'activité, enfin le démarrage d'activité en France. Et à cette époque-là, en 84, quand on est revenu, l'entreprise avait 200 salariés, et on avait structuré une entreprise qui tenait la route et qui pouvait accueillir toute la famille.
Aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi. Vous êtes près de 600 collaborateurs. Alors aujourd'hui, on est 600, 150 millions. Et ce qui est très chaud, on peut l'annoncer parce que ça a été public lundi, c'est qu'on a fait, j'ai fait C'était pas public quand on en a discuté au téléphone exactement. pour préparer la rencontre. C'est pour ça que J'étais je pas marchais un peu sur des œufs, savoir si on pouvait évoquer le sujet. J'étais pas du tout sûr d'y arriver en plus. Donc ça s'est dénoué dimanche à Londres à 17h. Vous voyez, l'information était toute fraîche. Parce qu'on a racheté une boîte qui fait 2 fois la taille de mon entreprise et ça va porter le groupe à 500 millions d'euros et 1800 collaborateurs. Et alors dans notre métier d'origine, surtout ce que j'ai bien fait. Est-ce que je l'ai bien présenté votre métier? Parce qu'il est assez complexe. Vous allez être plus précis que moi, sûrement. Ouais, je peux, mais c'est dans la ventilation, bâtiment tertiaire et industriel. Donc on fait de la qualité de l'air, bien entendu, et on voit bien au quotidien tout ce qui se passe autour de la qualité d'air. Mais voilà, c'est vraiment bâtiment tertiaire plus qu'industriel. On fait un peu d'industriel, mais c'est vraiment les locaux comme ça, quoi. D'accord. Alors cette opération, arrêtons-nous un instant. Vous aviez déjà une expérience de l'international avant de faire cette acquisition qui va avoir cet effet levier que vous venez de décrire? Alors nous, on était présents dans allez, on va dire 5 pays, mais dans les 5 pays, il y en avait 2 qui représentaient la majorité du chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas parler d'entreprises internationales parce que clairement, en plus, on est dans des pays francophones. C'est l'histoire de l'entreprise qui a fait qu'on est allé dans ces pays-là. Et j'ai hérité de cette situation. Franchement, c'est pas moi qui l'ai internationalisé. Et globalement, on était resté très franco-français et on donnait notre catalogue aux pays étrangers en disant débrouillez-vous avec ce catalogue, voire même pas de traduire en anglais. Un gros catalogue. Hein. Il y a 20 000 références chez vous. C'est ça, exactement. Et voilà, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Il y a certaines entreprises, notamment au Portugal, qui sont montées à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, moi, j'ai toujours voulu pousser international, donc j'ai racheté des boîtes à l'international, puisque j'ai racheté une boîte en République tchèque, en Slovaquie, j'ai créé une boîte en Roumanie et en Suisse. Donc République tchèque, Slovaquie, comme c'est racheté, j'ai pas mal de parts de marché, donc une belle petite boîte d'une petite dizaine de millions de chiffre d'affaires. Par contre, dans les 2 autres pays, on est parti de zéro, from scratch, et les entreprises vont atteindre les 2 millions d'euros cette année de chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus lent. Hein. Plus lent, mais alors vraiment, on a tout essayé, la croissance externe petite, le démarrage d'activité, et là, je démarre la grosse croissance externe avec 10 pays d'un coup à intégrer au groupe. Donc, je vous en dirai plus sur cette partie-là dans quelques années, sur intégrer un groupe de 1200 salariés. Mais j'en avais marre, surtout j'en avais marre de gérer les petites acquisitions, de relier les tubes entre des petites filiales qui globalement n'ont pas les ressources en interne pour aider nos informaticiens, par exemple, à faire toutes les connexions. Et je trouvais que c'était une dépense de temps, une dépense d'énergie qui était faramineuse. Vous franchissiez un seuil. Et du coup, là, vraiment, ma stratégie, c'était de dire, je vais acquérir une grosse entreprise. Alors, grosse entreprise, c'était pas 350 millions comme je suis en train de racheter là. C'était plutôt de dire, je vais racheter une entreprise entre 50 et 100 millions. D'ailleurs, je suis allé voir Monsieur Denoulet régulièrement pour lui présenter des entreprises à vendre. Et franchement, vous m'avez donné des bons conseils à des moments qui m'ont évité de faire des bêtises, clairement. Hein. Et à me faire accompagner par les bonnes personnes, trouver le bon prix aussi, parce que c'est un peu le Far West quand on va à l'international. Et j'ai décidé de faire cette acquisition dans mon métier, dans les pays européens. Je ne voulais pas partir sur une grosse acquisition comme ça aux États-Unis ou en Asie. Je voulais rester en Europe parce que c'est quand même plus proche de nous et en 2 heures de vol, c'est hyper accessible, quoi. Alors, entreprise aujourd'hui, la maison mère que vous rachetez est britannique, de droit britannique, c'est ça? Alors, oui, en fait, c'est un carve-out d'un groupe coté à Londres. Pour autant, la boîte qu'on rachète, l'entreprise, le siège social est aux Pays-Bas. Est aux Pays-Bas. Donc, parce qu'effectivement, avec la perspective du Brexit, ça aurait pu être un facteur un peu d'inquiétude ou d'incertitude supplémentaire. Dans les 10 pays, il y a l'Angleterre. Il y a l'Angleterre dans les 10. Il va falloir que je traite ce problème. D'accord. Le montant de l'acquisition, est-ce qu'il fait l'objet d'une clause de confidentialité? Il est tout à fait public, puisque c'est entreprise cotée, disiez-vous. Ça fait 222 millions d'euros l'acquisition, financée en 3 semaines. Avec un pool bancaire historique du groupe que j'ai bien entretenu pendant toutes les années, qui ont été capables en 3 semaines à monter le projet, c'était une vraie réussite de la part du pool. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a réussi l'acquisition, parce qu'il fallait être totalement financé. Le vendeur a choisi les 3 bidders qui étaient complètement financés, qui a apporté la garantie de faire le deal à la fin du closing. Donc un endettement évidemment important. Alors tout l'enjeu, c'était de rester familial, de ne pas être dilué. Voilà, de pas être dilué. Bon,
aujourd'hui, avec, vous savez bien, l'argent qu'il y a dans l'économie et qui est balancé par les banques centrales, il y avait de l'argent. Donc le problème, c'était de le trouver sans le payer trop cher déjà, et de 1, et sans se diluer, et de 2. Et donc on a opté pour des OPSA. Donc c'est une partie, il y a un quart du financement qui est financé par des obligations convertibles. Donc officiellement, elles ne sont pas converties. Si je fais mal le boulot, elles seront converties. Et ce qui me ferait perdre 15% du capital. Il y aura un risque potentiel de dilution, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous avez un délai de combien de temps pour justement... pour les racheter, j'ai 7 ans. Donc vous avez 7 ans. C'est aligné sur le prêt bancaire, donc c'est tout à fait normal. Peut-être un commentaire à ce stade, une réaction d'Isabelle Agnel. Vous connaissez bien ce dossier. L'expérience que vient de nous décrire à l'instant Laurent Dolbeau, elle est assez audacieuse au regard du montant consenti par rapport à la taille de l'entreprise cible et l'acquéreur. Quels sont les enseignements ou les points de vigilance qu'il faut avoir par rapport à une telle démarche? Vous avez le micro et je vous demande de bien pouvoir l'utiliser, s'il vous plaît. Alors, c'est mes commissaires aux comptes, donc... ils sont très, très bien placés pour en parler. Vous n'avez rien entendu. Bon, je ne vais pas parler du dossier, bien évidemment, je vais parler plutôt en généralité. Donc, en fait, c'est sûr que l'international, c'est un défi pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un chemin compliqué avec des risques qu'il faut sécuriser et il faut effectivement être bien accompagné. Et ensuite, c'est une nécessité parce qu'à un moment, il faut effectivement croître et la croissance, il faut aller la chercher à l'international pour aller plus vite. Pour de multiples raisons, je ne vais pas parler de votre dossier, bien sûr, mais les raisons peuvent être, je ne sais pas, une taille critique, des synergies à venir, etc. Et là, les synergies, je crois qu'elles sont vraiment dans la complémentarité géographique que vous apporte le nouvel ensemble acquis, c'est ça? C'est complètement ça. C'est vraiment, moi, je ne voulais pas sortir sur une acquisition de cette taille-là de mon métier. Donc, c'est dans la ventilation tertiaire. Et j'ai racheté un de mes concurrents européens avec très peu d'overlap pays. Donc, ça m'a rassuré sur le fait que je n'allais pas détruire de la valeur, mais j'allais créer des synergies et créer de la valeur. Donc, mis à part effectivement tout le processus, il y a dû y avoir effectivement un processus de screening, de valorisation, de benchmark, etc. Et vous en avez parlé. Quel est le juste prix finalement, quel prix je suis prêt à mettre pour acheter le groupe que vous avez acheté. Je pense qu'il faut aussi insister sur la période de post-deal acquisition, et c'est ce que vous venez de dire. On est dedans. On considère, oui, je viens de le comprendre. On considère effectivement qu'il faut à peu près 6 mois pour faire ce post-deal, c'est-à-dire 6 mois pour contre la tuyauterie. Vous avez parlé tout à l'heure de l'IT, etc., brancher les systèmes, etc. Donc à peu près 6 mois pour mettre en place l'organisation, etc. Et ce que l'on peut observer, c'est que, alors je ne sais pas si je dois vous donner la date, mais on considère qu'il faut à peu près 3 ans pour être en plein niveau de synergie. Donc c'est à peu près les grandes tendances, d'où la nécessité effectivement de ce post-deal acquisition, de le faire avec beaucoup de justesse, de sécurisation. Sachez que 50% mais vous le savez, 50% des deals, en fait, enfin des post-deals échouent pour des raisons de facteurs humains et de culture. Donc, bien évidemment, intégrer également toute la culture, la dimension culturelle, le groupe qui était franco-français, enfin, on parle du vôtre ou d'un autre, pardon, franco-français passant international, il faut penser à la culture internationale, ouvrir ces organes de gouvernance. Voilà, je voulais vous poser cette question-là. Vous mettez le doigt, Isabelle, effectivement, sur cette dimension de la gouvernance, de l'interculturalité, c'est un terme qu'on entend parfois aussi. Comment vous allez vous y préparer? Comment vous allez organiser ça chez France Air, qui va s'appeler toujours France Air, ou Non, du coup, on s'est servi on va se servir de l'appellation du groupe pour le rebaptiser avec la nouvelle acquisition et faire un enjeu finalement de brainstorming et de managérial. Le nom n'est pas encore choisi. Et le nom n'est pas du tout choisi puisque c'est lundi où j'ai la réunion avec. J'ai demandé. On est vraiment dans l'actu avec vous, c'est bien. Ah ouais, lundi j'ai la réunion avec tous les managers du groupe internationaux pour définir le nouveau nom du groupe et anticiper tous ces problèmes-là. En plus, c'est un carve-out, donc c'est encore plus compliqué et pour anticiper tout ce gap culturel qu'il va y avoir et qu'il faut absolument qu'on résolve dans les premiers mois puisqu'il y a beaucoup de travail à faire derrière. Pour réussir, quoi. Cette dimension internationale, là, vous la connaissez bien, Caroline Mathieu. Vous êtes la déléguée générale France de Family Business Network, cette fois je ne me trompe pas, qui, comme son nom l'indique, est un réseau international qui s'adresse aux entreprises familiales. Cette caractéristique, cet exemple que vient de nous donner Laurent Dolbeau, vous le côtoyez, j'imagine, dans bien des exemples et des entreprises que vous accompagnez au sein du réseau. Peut-être un mot sur ce réseau. Il est conséquent. Il est conséquent, oui, parce qu'il est mondial. Il a été créé il y a 30 ans. Aujourd'hui,
il est dans le monde entier. Il représente plus de 65 nationalités et environ 4000 entreprises familiales mondiales sur tous les continents, qui regroupent des dirigeants, des actionnaires, des membres familiaux. C'est très inclusif, il y a des membres de tous âges, c'est très transgénérationnel. Tous sont là pour échanger des bonnes pratiques et des partages d'expériences pour assurer la pérennité de leur entreprise. Et la pérennité de leur entreprise, elle se construit, ça prend des années, ça s'anticipe beaucoup. Et toutes les parties prenantes de l'entreprise y sont associées, les nouvelles générations qui doivent se former et s'intégrer. Et moi, je voulais juste rebondir sur 2 points par rapport à ce qu'a dit Laurent. C'est que le premier, c'est que justement, cette internationalisation, souvent, est portée au moment d'une transmission, d'un renouvellement générationnel, parce que pour que l'entreprise dure, il faut que le projet puisse se renouveler. Et bien souvent, la nouvelle génération qui arrive peut avoir le projet d'internationaliser. On a de nombreux exemples au sein de notre réseau. Et puis un autre point très important, c'est ce que tu disais, Laurent, à propos de la dilution. Vous vouliez que l'entreprise reste familiale. Aujourd'hui, vous avez cet enjeu d'interculturalité. Et il y a une chose très importante et un atout énorme qu'ont les entreprises familiales, c'est leurs valeurs. C'est le socle de leurs valeurs qui sont portées par les actionnaires familiaux, par la famille. Et même si le nom change, je pense qu'il y a tout un tas de moyens de faire circuler ces valeurs à travers les collaborateurs, de la famille aux actionnaires et aux collaborateurs. Et c'est probablement quelque chose qui sera un véritable atout dans le chantier qui vous occupe aujourd'hui. La première chose qu'on a dit aux managers qu'on a récupérés, c'est que nous, d'abord, c'est l'humain qui est extrêmement important pour le groupe. Parce qu'il y avait entre les fonds, parce qu'on était à la fin face à deux gros fonds américains, et du coup, c'est vrai que la première chose qu'on leur a dit, et la première chose qu'on a voulu faire passer dans les valeurs du groupe, c'est les valeurs humaines, en disant c'est bien, il y a toute la partie financière, mais nous, on compte également sur les managers locaux et sur le fait qu'ils respectent et qu'ils soient transparents dans leur manière de manager localement, et surtout sur la partie financière, qu'on découvre rien de particulier. Même si on a des équipes de contrôleurs de gestion qui vont aller à l'international, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous et qui peut faire un gap aussi culturel assez important. La génération précédente est encore dans l'entreprise à un niveau de conseil de surveillance ou... J'ai mon père au-dessus de moi, qui est président, qui me regarde de près. Il a fallu convaincre dans cette opération. Au début, il m'a laissé faire en me disant tu n'y arriveras jamais. Il y a un défi personnel là ? Il n'y avait pas du tout de défi parce que vu la taille de l'entreprise, j'ai surtout pris toutes mes précautions pour ne pas faire de bêtises. Et du coup, j'aurais arrêté si je ne le sentais pas. Voilà. Et du coup, il m'a vraiment laissé faire. Il m'a laissé toutes les cartes libres. Et à la fin, quand il a vu que ça se passait bien, en juillet, il a complètement basculé. Et il m'a vraiment appuyé vis-à-vis de la famille, parce qu'il a fallu obtenir le consentement de la famille, qui est aussi partie à 100% à voter pour qu'on fasse cette acquisition structurante. C'est une grande famille et transformante. Vous êtes nombreux ? Non, on est 12. Quand même. C'est pas très... C'est pas énorme. Oui, on connaît des familles plus importantes, mais vous avez obtenu l'unanimité et ça, c'était important pour pouvoir poursuivre. Mais effectivement, on a envie de vous donner rendez-vous dans un an pour savoir un petit peu comment les... Dans 3 ans. Dans 3 ans, mais vous viendrez à un prochain InnoGénération pour nous dire un petit peu comment les choses se mettent en place et puis on connaîtra le nouveau nom du groupe en plus. Mais voilà. Vous allez le dévoiler d'ici la fin de l'année ou... On hésite avec Europère, mais non, je plaisante. On va suivre ça. Vous évoquiez à l'instant, Laurent Dolbeau, la dimension humaine. Et en me tournant vers vous, Alain Taïeb, la transition, elle est toute trouvée. Parce que malgré la dimension de votre groupe, j'ai cité le nombre de collaborateurs, plus de 4100 dans 95 pays. Je crois pouvoir affirmer, sans me tromper, que cet attachement à des valeurs humaines, à une proximité quand même à travers toutes les entreprises qui constituent le groupe Mobilitas et qu'on connaît mieux dans chacun des pays dans lesquels vous êtes au travers des entités qui sont présentes et qui opèrent, c'est quelque chose d'important. Mais vous êtes dans une entreprise où les 3 générations sont encore vivantes. Hein. C'est important aussi de souligner ce long terme et ce temps long. Effectivement, donc on fait partie de ces entreprises familiales. Comme d'ailleurs, il y en a énormément en France. La plupart des PME sont des entreprises familiales, mais qui se caractérisent par déjà le passage sur plusieurs générations. Donc, ils sont inscrites sur la durée. Et chez FBN, notamment, nous avons des entreprises qui en sont à la 4e, 5e, 6e, 7e génération et au-delà. Donc voilà, être membre de FBN, ça veut dire déjà être dans ce cheminement de vision à long terme. Alors, la vision à long terme peut prévoir plusieurs schémas. Il y a des entreprises qui effectivement se vendent parce qu'elles n'ont pas de successeurs ou elles ont besoin effectivement de financement qu'elles n'assurent pas. C'est une vision à long terme aussi, de passer le relais.
Et puis il y a d'autres entreprises qui effectivement inscrivent dans leur gène le passage de relais à l'intérieur de la famille. Donc ça entre autres, c'est FBN. Nous, on est à la 3e génération, donc entreprise plus jeune que celle qui vient d'être détaillée juste précédemment, mais pas tellement plus jeune, parce que d'après ce que je comprends, c'est le Maroc 1912. Enfin, si quand même, c'est plus jeune, puisque la 3e génération... L'entreprise a un peu moins de 50 ans. 3e génération, moi je suis au milieu, je suis de la 2e génération. Ceux qui ont créé l'entreprise sont nos parents, il reste ma mère en fondation, et puis les enfants, pas les miens, mais des neveux ou des nièces qui sont à la commande aujourd'hui, avec une structure qui s'est préparée pour le futur, puisqu'on s'est mis en conseil de surveillance et en directoire depuis 3-4 ans. J'assure maintenant, après avoir dirigé tout le groupe en tant que membre de la 2e génération, après mes parents, j'assure la présidence du conseil de surveillance. Et l'un de mes neveux assure la présidence du directoire. Oui, donc on a vraiment une présence familiale directe dans le pilotage du groupe aujourd'hui. Oui, le capital est encore détenu entièrement par la famille, avec jusqu'à peu de temps 4 ou 5 actionnaires seulement. Depuis peu maintenant, par le jeu des donations et des enclenchements des générations suivantes, on est une quinzaine. Mais toujours familial. Toujours familial, oui. Donc c'est aussi une volonté qu'on va retrouver très souvent dans les entreprises familiales de conserver le plus longtemps possible, et tant que faire se peut, le capital familial. Alors après, effectivement, les entreprises peuvent sur leur chemin rencontrer des opportunités qui peuvent les amener à reconsidérer ce choix si des décisions stratégiques peuvent les mettre effectivement en opposition avec ce choix restrictif familial. Donc il peut y avoir des ouvertures partielles qui peuvent se faire, mais cela ne change pas le caractère familial de l'entreprise que d'avoir un partenaire de 10 ou 15% dans le capital. En l'occurrence, ce n'est pas notre cas, on est encore à 100%. Alors, vous avez commencé à m'interroger sur l'aspect humain, mais je crois que l'aspect humain... Il découle finalement de cette organisation. J'ai le micro, donc j'en parle, mais n'importe qui parmi... les entrepreneurs d'entreprises familiales pourraient dire la même chose. Déjà, il existe par le fait qu'il y ait volonté de vision à long terme. En d'autres termes, si un entrepreneur est face à 2 choix, l'un à retour immédiat et à effet positif immédiat qui peut compromettre le long terme, et un à effet immédiat relativement médiocre en apparence et qui va construire et favoriser le long terme, eh bien, c'est ce deuxième choix qui va être fait, normalement dans une entreprise familiale. Concrètement, donc, ça s'est traduit comment pour le développement du groupe? Je l'ai dit, croissance externe, beaucoup d'acquisitions successives pour acquérir aujourd'hui cette dimension internationale et ce maillage très, très vaste. Vous êtes présent, on l'a dit, une centaine de pays presque. Vous avez toujours été comme ça, cette croissance, à choisir des acteurs locaux. Toujours faite par la combinaison entre des créations ex nihilo dans des endroits où on devait être, où on voulait être, et il n'y avait pas d'opportunité. Et puis des opportunités qui se présentent. On a dit on n'ira jamais en Hollande, et le numéro 1 en Hollande se présente, et on n'a pas pu dire non, on l'a racheté. Donc voilà, entre les grandes déclarations et puis les possibilités de rencontres dans le chemin entrepris, il y a des écarts, mais globalement, on reste toujours dans la même logique. Il y en a d'autres sur le feu. On parlait beaucoup d'actualité avec Laurent Dolbeau à l'instant. Vous avez aussi, vous, des projets? On n'est pas sur des opérations comme celle qui a été décrite juste avant, avec une opération musclée, importante, qui concentre tous les moyens, qui est stratégique, qui est dangereuse malgré tout, même si elle est bien maîtrisée, parce qu'elle peut faire basculer un groupe. Quand on rachète quelqu'un de 2 fois plus gros, on prend un risque. Mais bien sûr, même si on maîtrise tous les paramètres, il peut y avoir des retours de conjoncture, il peut y avoir aussi des problèmes culturels. Bon, bref, c'est un choix courageux. Nous, on a rencontré ces choix sur notre chemin, mais de rachat de concurrents sur nos marchés déjà. Pas forcément pour faire des compléments pour aller dans des endroits où on n'était pas. Donc là, effectivement, les synergies sont un peu plus délicates parce que, effectivement, 1 + 1 sur des marchés où vous êtes ne font pas forcément 2. Donc, nous, on a donc un rythme à peu près aujourd'hui d'un rachat tous les 2 mois. Voilà, en gros, c'est devenu de la routine. On n'en parle même pas, c'est un non-événement. On rachète des entreprises. Leur profil, la fiche d'identité type. Il y a un modèle type, d'ailleurs, pas forcément. Non, dans la mesure où on est dans une entreprise familiale, on va racheter une petite entreprise qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, on gagne du temps, elle est dans un coin. Elle a sa part de marché. Ça, voilà. Elle a sa structure, elle a son staff, surtout elle a des gens de valeur aussi qui ont été formés pendant 5, 10, 15 ans. Ça, c'est un atout fantastique que de récupérer
dans une entreprise industrielle qui se développe, les expertises des gens. On n'est pas... vous avez cité des fonds de pension, dans un schéma où on va essayer de réduire, faire monter la valeur pour mieux vendre. Non. On est très intéressé à racheter une entreprise parce qu'il y a en plus à l'intérieur des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine et qui ne pourront progresser que si le patron qui a créé l'entreprise s'en va. L'adossement au groupe Mobilitas, il a quel intérêt justement pour les entreprises qui vous rejoignent? C'est tout le back-office, c'est toute l'ingénierie, le pilotage. On a racheté essentiellement des entreprises qui vendaient tout. Donc en fait, le chef d'entreprise, dans la plupart des cas, partait. Voilà, c'est à peu près notre schéma. Et ça vous permet d'imposer ou de déployer votre modèle? Non, c'est pas un joli mot, on n'impose rien du tout. Au contraire, on s'est parfois nourri complètement de l'entreprise achetée. Il est arrivé que dans certains schémas, les modifications se fassent en sens inverse. On a trouvé de meilleures choses, de plus belles idées et de meilleurs cadres dans la cible que chez nous. Ben voilà, dans ce cas-là, on intègre complètement. Donc ça, c'est un enrichissement complet. Au-delà de la partie, j'achète une part de marché, je me développe dans un pays, je crois en chiffre d'affaires, donc les raisons économiques classiques de la croissance, il y a effectivement des ressources humaines qui viennent parfois ouvrir des pistes qui n'avaient pas été envisagées. Donc en fait, la croissance externe et le développement international, c'est aussi un moyen en permanence pour une entreprise qui voit à long terme un enrichissement sur le plan global. Et le maintien des identités locales est important chez vous. Hein. Vous gardez les marques souvent. Il y a toutes sortes de schémas. Non, il n'y a pas une règle. Bon, d'abord, on exerce 3 métiers différents. Donc, on a une holding qui n'est pas connue. Bon, c'est pas sa vocation d'être connue. Sinon, des banquiers et des partenaires institutionnels. Après, on a effectivement des marques qui sont des managers bretons, je les ai pas cités. Des managers bretons en hein. France parce que voilà. C'est connu. Ou la société AGS qui est à l'international. Ou alors, on est dans des métiers B2B qui sont connus par définition que par les acteurs entreprises. Du secteur. Donc 3 métiers, le déménagement international. Pour citer la dimension du groupe français, on déménage la ville de Lyon, l'agglomération de Lyon vers Tokyo tous les ans. Imaginez tous les gens qui habitent à Lyon qui se retrouvent à Tokyo tous les ans et on les ramène. Distance parcourue et de volume de. C'est la taille à peu près de la dimension du marché que nous opérons. Donc on est passé d'un métier artisanal à un métier industriel, le déménagement ayant une image très artisanale. On est passé effectivement... mais grâce au contact, grâce à l'international, hein, parce que je crois que c'est important de le dire. Il y a des pros dans ce secteur-là. L'international, c'est quoi? C'est aussi, alors, c'est aller rechercher des parts de marché en dehors des frontières, mais c'est aller aussi s'exposer à des concurrents qui ont eu des approches complètement différentes, des cultures complètement différentes, et s'enrichir énormément de la permanente compétition avec des gens structurés complètement différemment. Donc chaque fois que vous êtes à répondre à un appel d'offres qui est financé par la Banque mondiale contre des Anglais sur un marché en australien, même quand vous perdez le marché, vous avez appris des choses. Vous revenez plus riche, effectivement. Et de la deuxième, la troisième, la quatrième fois, vous gagnez. Donc l'international, c'est également une école. Et c'est d'ailleurs un de vos métiers aujourd'hui. La mobilité internationale, ça fait aussi partie des services que vous délivrez au sein des groupes. Mobilité internationale, donc le déménagement, la relocation, donc l'accompagnement de familles dans leur globalité, où on prend complètement, Ernst & Young le fait aussi, donc c'est la gestion complète qui va de la paye, le paiement des taxes d'un expatrié, la recherche de logement, l'école des enfants, l'immatriculation du véhicule. Donc c'est de la conciergerie, hôtel grand luxe. Donc ça c'est de l'accompagnement de la mobilité, le déménagement étant une petite composante. Et le troisième métier, qui est un métier de logisticien aussi, c'est la conservation des archives des entreprises ou des organisations internationales de façon physique, sécurisée, entrepôt, ou de façon numérique. Voilà pour ces dimensions-là. Et on voit bien au travers de cette description qu'effectivement, finalement, les frontières n'ont pas beaucoup d'importance. Les métiers peuvent se déployer. Chez nous, plus du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus quelque chose que l'on fait dans ce groupe qui a un focus uniquement français dès le départ. À la limite, si on nous présente un projet hyper sexy, mais qui a comme possibilité d'avenir que l'Hexagone, c'est moins intéressant. On ne va pas le trouver sexy, quoi. Isabelle Agnel, peut-être une réaction ou une analyse justement sur cette autre typologie d'entreprise qui a fait d'emblée le pari d'un déploiement international en conservant et en s'enrichissant, si j'ai bien écouté ce que nous disait Alain Taïeb, des cultures. C'est le secret aussi d'une internationalisation réussie, cette capacité d'écoute et d'assimilation. Oui, en fait, effectivement, c'est le point important, vous l'avez évoqué, c'est que vous n'allez pas plaquer votre modèle. Effectivement, vous allez vous enrichir des cultures des autres pays. Et donc, c'est toute la richesse, c'est effectivement d'arriver à créer quelque chose de différent en vous appuyant sur les meilleures pratiques que vous pouvez rencontrer dans les différents pays.
Donc moi, c'est effectivement un élément très très important de ne pas plaquer un modèle français. Je crois que fort heureusement maintenant peu le font. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que vous êtes effectivement dans des acquisitions de tickets moindres par rapport à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, mais qui nécessitent. Mais vous en avez beaucoup. C'est pour ça que je veux arriver là. C'est que vous avez quasiment industrialisé le processus d'acquisition maintenant, et c'est quelque chose qui doit être bien sécurisé, je suppose, et que vous avez effectivement peut-être un service interne de M&A qui vous accompagne jusqu'au bout. Je pense que quand on fait beaucoup d'acquisitions, il y avait forcément une expertise qui se crée au sein de la société, et les choses finissent par être un peu plus faciles, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes un peu moins difficile. Vous voulez réagir, Alain Taïeb ? Non, enfin, je suis en ligne par rapport à ce qui vient d'être rajouté. Il nous est arrivé quand même de faire des opérations aussi importantes. Il y a une quinzaine d'années, on a acheté une entreprise qui avait à peu près notre taille. Donc, on a aussi connu ces scénarios. Ça nous a projeté, pour donner un peu d'avance dans le raisonnement, l'entreprise était sud-africaine, donc environnement anglo-saxon ou africain. Donc, ça nous a complètement plongé dans l'international, avec des gens qui parlaient l'anglais ou l'africain, donc à un endroit très éloigné de notre base, et ça a modifié complètement notre façon de voir. Donc dans les réunions, il y avait parfois plus d'anglo-saxons que de français, et c'est là qu'on a aussi basculé de ces fameuses réunions où quand il y a un seul anglophone sur 10 personnes présentes, tout le monde parle anglais. Eh bien la langue devient l'anglais déjà. Il a fallu s'y mettre. Tout le monde s'y est mis aussi dans le par mode la force de des choses. management. Non, il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, effectivement, on est en Allemagne, on est en Hollande, on est en Angleterre, on est en Chine. Donc c'est par définition, alors qu'on peut le déplorer, c'est l'anglais qui est la langue et c'est évidemment un critère aussi de recrutement, j'imagine, chez les jeunes collaborateurs qui vous rejoignent et qui peuvent être attirés par... On n'y pense même pas. Voilà, ils sont attirés. Non, mais c'est un facteur intéressant. On parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui. Si on veut avoir une carrière internationale... Je crois qu'on ne demande même pas aux gens s'ils parlent anglais, c'est ça. Donc, évidemment. Parce que ça paraît un peu évident, quand on rentre dans une entreprise internationale, de parler l'anglais aujourd'hui. Au moins. Caroline, est-ce que sur ce deuxième témoignage, il vient en écho d'observations que vous pouvez faire avec le réseau FBN ? Mais plus qu'une observation, moi j'ai envie de poser une question aux trois Vous avez le droit aussi. Oui, je veux. Allez-y. Non, j'aurais aimé savoir si dans toutes les acquisitions que vous avez réalisées, à un moment donné, le critère familial des entreprises qui vous intéressaient avait été pris en compte, à la fois au niveau de l'acquisition, mais moins sur la partie business que toute l'acculturation. Et oui, c'est une question que je me pose. Elle était pratiquement toute. Je n'ai pas souvenir d'entreprises qu'on ait rachetées et dont le capital a été détenu par des choses. Pas par des êtres humains. Donc elles ont toujours été, de mémoire, entre les mains d'entrepreneurs. Alors est-ce qu'elles avaient été créées par ces entrepreneurs ou par d'autres ? Dans 95% des cas, créées par des entrepreneurs. Mais on est dans un schéma que j'avais évoqué tout à l'heure, où à un moment donné, l'environnement économique, l'environnement familial fait qu'un entrepreneur considère que la meilleure des choses qu'il puisse faire pour son entreprise et le personnel et les équipes qui lui ont fait confiance, c'est de passer le relais à quelqu'un qui va les préserver et au contraire leur faire ouvrir de nouveaux horizons. Très souvent, ça a été cela, effectivement. Ça rejoint un peu ce qui a été indiqué tout à l'heure. Le vendeur a les qualités morales de l'entreprise familiale et va plutôt choisir quelqu'un qui va assurer honnêtement et en bon père de famille la continuité, voire même le développement et offrir des choses que lui ne pouvait pas offrir à ses collaborateurs. Merci beaucoup, Alain Taïeb. Alors, je vous rassure, vous allez pouvoir poser des questions. On va prendre un petit peu de temps après avoir fait le tour des différents témoignages pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer de manière active à notre échange. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que moi, je crois qu'il y a vraiment deux mondes entre les deux entreprises et dans les acquisitions qu'on a faites. J'ai aussi bien négocié avec des patrons d'entreprises familiales et avec des fonds qui vendaient. C'est pas du tout la même chose et je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. C'est vrai que moi je trouve que la négo humaine sur une activité entreprise familiale qui se vend, elle est super dure. Voilà, il est attaché à sa boîte, il a souvent des demandes qu'il faut gérer, qui sont super bizarres dans le cadre d'une vente. Garder un salarié spécifiquement ou lui faire une place en CRT, il y a un problème de bureau là, sur la dernière acquisition. Le patron ne voulait pas laisser son bureau dans les deux années qui suivaient la session. Voilà, donc,
Hier, dans une acquisition, j'ai plein de choses à faire, mais alors gérer le bureau du patron, franchement, je trouve que c'est un peu compliqué. Et là, je trouve que et donc l'avantage du fonds, c'est que lui veut son pognon, l'histoire, il s'en fout. Donc au moins, ça clarifie un peu la tactique, c'est un peu plus facile dans le cadre de la négociation. Par contre, c'est moins humain, le process c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais au moins vous faites une tactique qui justifie le prix, quoi. Et l'histoire, ils s'en contrefichent. C'est plus froid, c'est clair, mais la tactique elle est un peu plus simple à faire qu'avec les patrons. Donc il y a vraiment des avantages dans les deux cibles. Les temporalités ne sont pas les mêmes. On entend bien votre, votre témoignage et c'est intéressant d'analyser les différentes facettes finalement d'un même problème. Alexandre Pham, je me tourne vers vous pour terminer ce tour de table. Alors vous êtes cofondateur depuis maintenant une dizaine d'années, 10 ans, hein, d'une activité qui s'intitule aujourd'hui Mr Temp Group, qui est je le disais en vous présentant, spécialiste de l'intérim digital. Vous avez voulu, et ce n'était pas la première fois que vous créiez une activité, vous avez voulu réinventer un petit peu un secteur que l'on peut considérer comme assez traditionnel, celui de l'intérim, en lui injectant la dimension à la fois numérique et puis le modèle de la franchise pour le dynamiser sur les territoires. 10 ans, vous êtes avec un autre cofondateur, hein, c'est ça, et cette entreprise, alors je ne sais pas si on peut parler d'entreprise familiale, mais d'une certaine manière, elle vous appartient. Donc, la première génération, on va dire ça comme ça. Ouais. On va dire ça, il faut bien effectivement commencer à la première génération. Vous l'avez commencé aussi, son internationalisation. On revient au thème de notre débat, avec une incursion en Italie et au Canada, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, 2 mots sur notre activité. Effectivement, on est un groupe qui opère dans le secteur de l'intérim et du recrutement. Alors, je sais que c'est un secteur qui fait rarement rêver les gens, mais c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, énorme, et dans lequel on peut effectivement apporter beaucoup d'innovations. Et il y a des poids lourds et des marques mondiales. Et des très très gros acteurs effectivement qui sont présents sur ce marché. Les 2 grandes innovations qu'on a apportées, vous l'avez évoqué, c'est alors d'une part un réseau d'agences physiques de proximité organisées en franchise. Donc on a aujourd'hui 115 agences réparties sur les 3 pays que vous mentionnez. La vraie particularité, c'est que ces entreprises, ces agences sont gérées par des entrepreneurs, ce qui est une vraie différence dans le rendu du service. Et la deuxième différence, effectivement, c'est qu'on investit très tôt sur une digitalisation effectivement, de l'intérim, aussi bien sur toute la partie administrative, mais également la partie acquisition clients et candidats. Le groupe pèse aujourd'hui 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors finalement, on a la première génération, on va dire ça comme ça, puisque mes associés, on l'a lancé il y a 10 ans. Et la question internationale n'était pas une question forcément évidente. Alors pour changer un petit peu de prix par rapport à ce qui a été dit précédemment, on est sur un marché qui est énorme en France. C'est plus de 20 milliards d'euros en termes de profondeur de marché. On est sur des marchés qui sont extrêmement locaux, aussi bien sur le plan de la réglementation, très peu de synergie client, parce que même les très grands groupes, on travaille avec Total, des Suez et autres, ont souvent des décisions d'achat qui sont extrêmement locales, et on n'est pas du tout sur le créneau de la mobilité internationale en termes de candidats. Et donc on se dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on va aller s'emmerder à aller à l'international, parce qu'on a quand même de quoi faire en France aujourd'hui. Et cette question est une vraie question, je pense qu'il faut se poser, parce qu'on peut toujours être tenté de se dire, tout le monde va à l'international, pourquoi pas moi? La question n'est pas forcément évidente. On essaie de le faire avec beaucoup de pragmatisme. C'est le mot que vous aimez utiliser quand vous qualifiez cette approche, le pragmatisme. Oui, effectivement. Alors, c'est pas dire qu'on n'a pas de stratégie, mais c'était vraiment la prédominante. On s'est dit finalement, pourquoi on veut vraiment l'international et on s'est dit, c'était intéressant pour poser des bases de notre croissance future. Et on a toujours eu le souhait avec mes associés d'avoir une vision très long-termiste de notre développement. En se disant, effectivement, on a un concept qu'on a développé qui serait effectivement réplicable moyennant adaptation, et c'est important bien de le réaliser à l'international. Et c'est intéressant de commencer à poser des jalons, pas pour un succès en 2, 3, 4 ans, mais avoir effectivement des bases d'une croissance future pour les 10, 15 années à venir, puisqu'on arrivera effectivement dans 10, 15 ans à un maillage plus complet du territoire français. On va dire ça comme ça. Mais en faisant le choix de dire, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va se lancer dans un pays plus qu'un autre? Et finalement, ce qui a prédominé, alors certes la profondeur de marché, mais ce qui a vraiment été un élément important, c'était vraiment l'opportunité et l'envie aussi. Et l'envie qu'on pouvait avoir.
En l'occurrence, on s'est posé la question sur l'Allemagne et le Canada il y a maintenant 3 ans. Et on a privilégié le Canada parce qu'on avait simplement une collaboratrice qu'on connaissait bien, qui était partie là-bas et qui était l'occasion pour nous de lancer à moindre frais, avec un minimum de risque, le développement de ce pays-là sur la partie francophone. En Italie, Faut dire c'est la même aussi, chose. Vous avez voilà. des collaborateurs qui sont partis là-bas. Et en Italie, on s'est posé la question, on a le choix entre une acquisition effectivement ou un développement en propre. Et au regard du prix de l'acquisition, on s'est dit, voilà, à quelle société pour 20 millions d'euros, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à la lancer effectivement de façon en propre? Ça va moins vite. Ça va évidemment moins vite, mais la prise de risque, lorsqu'on a surtout quelqu'un qui est italien, avec qui je travaille depuis 7 ans et qui veut s'expatrier là-bas, c'est finalement une belle opportunité de se lancer à moindre risque et se laisser le temps finalement de réapprendre comment adapter le concept sur le marché international. Donc c'est parti effectivement des équilibres qu'on se doit de garder en tête. On a regardé récemment le marché allemand. Sur 2 opportunités, finalement, on n'est pas allé au bout. Essentiellement pour des raisons de prix. Aussi, il faut aussi avoir le courage, lorsqu'on fait des acquisitions, de savoir dire non, ce qui n'est pas toujours évident, mais de façon à se dire voilà, quel est le tempo que je vais avoir et quels sont les risques que j'ai envie de prendre au regard effectivement, des montants à investir. Vous parlez de pragmatisme. Néanmoins, avez-vous chez Mr Theme Group un business plan qui vous dit que à 5 ans, vous aimeriez réaliser telle part de votre chiffre d'affaires à l'international et sur quel marché? Est-ce que ça va jusque-là ou au contraire, vous y allez step by step? Alors, j'adorerais vous dire oui. On a évidemment une voie toute tracée ces 5 prochaines années. La réalité, mais c'est aussi un avantage des groupes avec actionnariat, je dirais, personnes physiques, c'est qu'on peut être assez pragmatique. On a une ambition, clairement, effectivement, de grossir vite, mais on sait trouver aux opportunités, aux réalités de marché. Je prends l'exemple de l'Allemagne, effectivement, qui est partie de notre plan de développement lorsqu'on y a pensé il y a 2 ans. Entre-temps, il y a un marché qui s'est retourné. Entre-temps, effectivement, on s'est rendu compte qu'adapter le concept au marché italien s'avère être un peu plus long que ce qu'on avait anticipé. Effectivement, il va falloir qu'on fasse quelques ajustements. Et on s'est dit, finalement, soyons pragmatiques, restons les yeux focalisés sur ce qu'on doit faire sur le marché français et sur le marché italien, et peut-être reportons un peu plus tard à développement sur le marché allemand. Parce qu'en plus, dans le modèle que vous avez initié au sein de Mr Theme Group, on l'a évoqué, cette dimension digitale est très importante. Elle nécessite des développements, des moyens. Et c'est ce que vous allez faire, je crois, en Italie dans les prochaines semaines. Vous allez déployer une offre un petit peu plus conséquente. Alors effectivement, on a lancé il y a 2 ans maintenant donc l'offre Mr Theme, qui est vraiment, on va dire, un peu le Uber de l'intérim quelque part, hein, qui est à la fois un site internet, une application, etc., qui marche aujourd'hui très très bien en France. Et on fait le lancement en Italie, effectivement, de ce service là dans 3 semaines. Effectivement, donc de façon vraiment de pouvoir mutualiser ces développements. Avec tout un travail évidemment d'adaptation, tant sur le plan réglementaire que sur le plan même culturel, de l'interface, de façon à maximiser les chances de succès. Sur le plan de l'accompagnement financier, justement, quand on pilote son développement comme vous le faites, il y a la nécessité d'embarquer évidemment son board, son conseil d'administration, ses équipes, mais aussi ses partenaires financiers, son conseil, son banquier. Que ça se passe comment, justement, dans l'explication du modèle et dans le rythme que vous mettez? Vous dites, quelquefois, on a du mal à dire non. Vous avez des sollicitations, il faut parfois lever le pied. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'argent effectivement qui circule en ce moment, et c'est vrai que c'est assez tentant de prendre un chèque parce que beaucoup de gens qui en proposent, alors c'est bon signe. On s'est lancé il y a 10 ans, hein, vous l'avez mentionné. Pendant 8 ans, on est resté totalement indépendant sur le plan du capital. Effectivement, donc on a fait appel à quelques solutions de financement bancaire. On a aussi recours à des OCAPSA, effectivement, donc des OC, et qu'on a eu le bonheur de pouvoir rembourser par anticipation, donc sans se diluer. Ça, c'est plutôt bien passé. C'est pas mal. C'est une bonne formule. Et on a décidé d'ouvrir notre capital il y a maintenant 2 ans, un fonds d'investissement, alors qui est minoritaire, effectivement, au sein de l'équipe. L'idée a été, il y a 3 raisons. Hein. La première, ça a été effectivement de nous donner vraiment une capacité à se déployer à l'international, notamment en Italie, sans avoir à limiter le moyen d'investissement sur le marché français. Premier point. Deuxième point, c'est la partie technologie. Effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'argent qui est investi dans les solutions technologiques. Si on veut rester à la page, effectivement, il faut embaucher effectivement des grosses équipes techno et ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc, c'était effectivement un choix qu'on a fait. Et le troisième, je dirais que c'est aussi un vrai questionnement qu'on a avec mes associés, c'est d'avoir aussi de maintenir un aiguillon extérieur. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu trivial, mais c'est de se dire aussi que voilà, lorsqu'on est entre soi,
on peut être tenté de je vais pas dire de s'endormir, mais de pas forcément voir tout ce qui se passe autour de soi, et d'avoir cette exigence extérieure était aussi pour nous extrêmement salvateur. Ça, je pense qu'Emmanuel Denoulet confirmerait vos propos. C'est un discours que vous tenez souvent, disant l'investisseur surtout à Monsieur Dolbeau d'ailleurs. Oui, l'investisseur absolument. financier a son rôle à dire aussi dans le challenging des opérations. Il y a une richesse à faire entrer un investisseur à ses côtés. Il y a naturellement l'argent que l'investisseur apporte. Il y a, donc ça permet de dérisquer et puis d'accélérer aussi les projets qui demandent des financements importants. Ça permet aussi parfois de recomposer des capitaux. L'actionnariat, quand il y a des parties de la famille qui doivent sortir et que le reste de la famille n'a pas forcément les moyens de financer. Le financier offre aussi un regard extérieur, déjà en soi c'est une bonne chose, sur deux choses qui ne sont plus des gros mots pour les entreprises qu'on a aujourd'hui, mais qui le sont souvent pour des entreprises de taille petite ou moyenne. C'est la gouvernance d'une part et la stratégie. C'est vrai que la gouvernance c'est souvent un concept flou, et on encourage nous les entreprises à bien réfléchir, déjà à scinder la gouvernance de l'entreprise la gouvernance de la famille, des actionnaires de l'entreprise. Ça, le FBN sait bien faire. On rassemble les entrepreneurs pour qu'ils parlent entre eux de leurs expériences, pour qu'ils s'organisent au niveau de l'entreprise et de l'actionnariat familial de manière différente. Et il y a une deuxième dualité souvent qui est importante dans les entreprises, qui n'est pas toujours mise en place dans les entreprises de petite taille, c'est la dualité entre l'exécutif et le non-exécutif, c'est-à-dire entre les gens qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas. Deuxième point, sur la stratégie, je pense que c'est un éclairage extérieur un investisseur, c'est faire en sorte que l'entrepreneur lui écrive un plan stratégique, lui écrit l'histoire, et rien que le fait de le formaliser, souvent, c'est le début du chemin. C'est un bénéfice. Merci beaucoup. Alexandre. Juste un point aussi important, évidemment, sur le choix du partenaire financier. Parce qu'effectivement, il y a une palette assez large d'investisseurs. Il y a des gens qui très clairement amènent de l'argent et en toute humilité vous disent écoutez, de toute façon, nous, on ne saura pas faire, donc on vous fait confiance. Bon, c'est sympa, voilà. Et à l'autre extrême aussi, il y a des fonds beaucoup plus impliqués, voire agressifs, qui ont des grosses exigences sur la gouvernance. Et donc, on s'est forcé de trouver un juste milieu en trouvant un fonds d'investissement qui soit, et pour l'instant ça se passe bien, on est très content, qui soit à la fois impliqué mais pas pénible, ce qui est quand même un équilibre assez délicat. C'est la ligne de crête. De ligne de crête, mais pour l'instant ça se passe très bien. Alors moi, je suis désolé de casser un peu l'ambiance sur les investisseurs, mais je pense qu'il faut... mon avis, c'est qu'il ne faut pas faire entrer des investisseurs si on peut le faire dans des entreprises familiales. Parce qu'on n'a pas du tout le même horizon temporel. Il va y avoir débat avec votre voisin, c'est sûr. Il n'y a pas d'horizon temporel. Il n'y a pas la même vision sur l'horizon temporel. Moi, je suis sur une vision de créer un groupe pour mes filles qui vont la reprendre dans 30 ans. Et du coup, mon but, c'est il y a une verticalisation qui est en train de se faire, une concentration du marché sur le marché de la ventilation qui fait que si je ne deviens pas international dans les années qui viennent, je vais perdre le contrôle de mon groupe. Je le fais pour ça. Je ne le fais pas pour m'amuser. Je ne le fais pas parce que j'avais envie de dépenser 222 millions d'euros. Et je pense que si j'avais pu le faire ou l'éviter de le faire, je l'aurais fait. Les discussions, elles sont compliquées. Et je pense qu'on peut mettre un rythme soutenu dans les entreprises familiales sans forcément avoir un fonds à son capital. Et le but du dirigeant, de ce que je suis moi, c'est justement d'animer tout mon comité exécutif pour qu'on ne perde pas de temps, qu'on soit réactif et qu'on ait des analyses stratégiques en permanence sur la table qui nous permettent d'avoir plusieurs options. Mais le regard extérieur... Et ça, c'est le rôle du dirigeant, je pense. Le regard extérieur n'a pas sa place dans votre propre chemin. Mais il y a plein de consultants qui font ça en payant, de donner un regard extérieur, pas besoin d'avoir des personnes, les administrateurs indépendants, c'est aussi très intéressant. On en a deux, nous. Avec l'IFA. Est-ce que justement sur ce témoignage et le précédent, Isabelle et Caroline... Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste... Non, c'est votre point de vue. Vous défendez votre analyse et on l'écoute avec intérêt et attention. Isabelle ? Alors, par rapport effectivement à ce que vous venez de dire, moi je vais mettre joker. Je ne sais pas, je ne pourrais pas me porter un jugement si effectivement c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que j'entends tout ce que vous dites ? On peut entendre effectivement des conversations différentes.
Moi, juste ce que je peux dire, c'est qu'en termes de financement, en tous les cas des acquisitions, là où je dirais qu'il faut être un peu vigilant, c'est lorsque vous êtes effectivement sur des financements bancaires type classiques avec les covenants. Donc, regardez avec beaucoup d'attention les ratios bancaires qui vous sont proposés. Parce qu'en cas de retournement de conjoncture, ça peut faire très mal. Vous pouvez avoir des breach covenants qui pourraient vous conduire à déclasser votre dette. Et donc, ça peut effectivement vous conduire dans des ennuis qui pourraient vous emmener un peu loin. Donc, c'est juste un point de vigilance par rapport au financement. Mais il est important. Après, effectivement, fonds d'investissement, pas fonds d'investissement, chacun a son idée. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Vous êtes prudente. Caroline? Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, la notion de temps long, de vision long terme anime beaucoup les entreprises familiales. Donc ça, c'est sûr, c'est important. Après, est-ce qu'il y a des bonnes solutions, des mauvaises solutions Nous, FBN, on est bien placés pour voir que toutes les solutions existent. Vous êtes pragmatique, vous aussi, comme Alexandre. Oui, mais ce qui est important, c'est savoir s'ouvrir, voir justement les autres modèles, savoir s'en inspirer. Il n'y a pas une recette pour grandir, il n'y a pas une recette pour durer. Non, ça se saurait. Mais il y a mille et une façons de s'approprier son propre modèle et de transmettre. Alors après, l'ouverture, l'écoute, faire rentrer des regards extérieurs, venir au FBN et participer à des expériences avec d'autres pays, d'autres entrepreneurs qui ont d'autres regards, c'est important aussi. C'est important aussi sur tout un tas de sujets. Emmanuel parlait du management non familial. C'est un des sujets sur lesquels il y a certains pays qui sont plus avancés que la France. Sur l'apprentissage aussi, sur l'engagement responsable, toute la dimension RSE aussi. Donc l'ouverture à l'international pour voir ce que font d'autres est très importante. Voilà. Merci Isabelle Agnel. On a une première question dans le public. Merci éventuellement de vous présenter et de dire si votre question s'adresse plutôt à l'un ou à l'autre des participants, de le préciser. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ma question concerne tous les participants. Je m'appelle Olga Chevet, je dirige une société qui s'appelle Adéquat Vostok. Je fais l'accompagnement sur la Russie et le Kazakhstan. J'ai une question par rapport aux différents types de réseaux. Est-ce que vous avez mobilisé, est-ce que c'était important dans la démarche pour l'ouverture, pour le processus d'aller à l'international? Bien, je veux bien commencer à répondre. Merci. Effectivement, on a évoqué l'international avec des entreprises qui y sont déjà, à la différence de la grande majorité des entreprises françaises qui n'y sont pas encore. Je pense que vous avez tous peut-être de près ou de loin connaissance des chiffres français à l'international. Ils sont médiocres. Notre balance extérieure est très mauvaise, 60 à 70 milliards de déficit chaque année. 110 000 entreprises PME ou ETI en France impliquées dans l'international contre plusieurs centaines de milliers, 300 000, 400 000 pour les Italiens et les Allemands. Donc on a effectivement un déficit d'entreprises françaises à l'international que l'on retrouve effectivement dans ces chiffres macro qui sont très mauvais. On n'arrête pas de nous ressasser que nous avons de très beaux fleurons, de très belles entreprises qui sont parmi les numéros 1 mondiaux dans leur domaine, c'est vrai, mais on ne fait pas un pays qu'avec des élites et effectivement le gros des troupes, les PME et les ETI n'y sont pas. Alors effectivement, l'intérêt c'est de savoir comment accompagner des entreprises qui sont déjà dans l'engrenage international et qui peuvent faire plus, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, et surtout comment accompagner des entreprises qui ne l'ont pas encore fait, ou qui ont envie de le faire, ou qui pensent devoir le faire. Alors effectivement, les réseaux existent. Il existe, en l'occurrence, l'un d'entre eux que je connais très bien, puisque j'en suis membre, ce sont les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est 4500 chefs d'entreprise ou cadres dirigeants. C'est des ambassadeurs économiques, d'une certaine manière. Qui sont en France et à l'étranger. Sur les 4500, environ 3000 à l'étranger, dans le monde entier, et 1500 en France. Alors, qu'est-ce qui les caractérise ? Ils sont à la tête d'une société à Singapour, où ils dirigent une filiale d'un groupe en Australie, où ils ont créé leur propre entreprise, et ils savent effectivement ce qu'est l'international pour l'avoir fait et le vivre. Donc, ce réseau-là a une commission qui s'appelle Commission d'appui aux PME. Ce réseau-là, en fait, on est nommé CCE par le gouvernement. Donc on dit, tiens, cette personne-là a bien réussi dans sa trajectoire internationale. Elle doit avoir des choses à dire et à partager avec son prochain. Donc on est nommé officiellement par décret du gouvernement. Et effectivement, notre rôle, c'est de conseiller les pouvoirs publics sur l'international. Apparemment, avec les chiffres que l'on a évoqués tout à l'heure, où nos conseils sont mauvais, ou alors ils ne sont pas lus. Écoutés.
Deuxièmement, c'est l'appui aux PME. Troisièmement, c'est la formation des jeunes pour leur donner dès l'université le virus de l'international. Et la quatrième composante, c'est l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. Moi, je suis président de la commission d'appui aux PME dans cette organisation. Et donc, mon rôle, effectivement, c'est de faire connaître le réseau et de faire que des entreprises qui veulent se lancer trouvent un parrainage, des réponses, des solutions qui sont gratuites, qui sont bénévoles, qui sont désintéressées, puisqu'un chef d'entreprise qui est dans un secteur X et qui veut aller en Asie, on va le mettre en contact avec des entrepreneurs du secteur X ou voisin et qui opèrent ou qui ont opéré en Asie, autrement dit, qui vont être une mine d'informations pratiques absolument incroyable. Donc ce réseau-là, c'est un réseau qui devrait gagner à être plus connu. Il a plus de 100 ans et il est gratuit. Alors après, il y a effectivement d'autres organismes qui tournent autour de l'aide à l'international, les chambres de commerce en France ou à l'international et leurs divisions internationales. Mais souvent, pour des PME, les services sont payants. Mais on a affaire à des permanents ou des fonctionnaires qui aident, donc pas forcément à des gens qui l'ont fait eux-mêmes, à la différence des CCE. Vous avez Business France aussi, qui a une bonne équipe qui permet effectivement d'accompagner des entreprises à l'international. Pareil, études de marché, exploration. On ne va pas avoir le temps de tous les citer. Peut-être un autre complément. Les plus importants, ouais. et BPI à l'international, qui a effectivement une section qui s'occupe particulièrement. Et alors de la question l'international. très concrète que vous posez, madame, c'était quel réseau vous avez mobilisé? Vous, on se doute que les CCE ont été sans doute un petit peu sollicités dans votre parcours. J'ai répondu. Vous avez répondu. On m'a posé une question, donc c'est ma réponse. Et ben voilà, merci à vous Alain Taïeb. Alexandre Pham, moi, très concrètement, et très sur concrètement. à la fois le Canada et l'Italie, on s'est beaucoup appuyé sur le réseau des CCI, justement, qui sont effectivement payants, mais qui nous ont hébergés au début, même physiquement, et qui nous donnaient tous les conseils en termes de structuration de la partie comptabilité, juridique et autres. Donc, c'était un bon pied à l'étrier pour lancer des activités, même de façon très, très pratique. Deuxième réseau sur lequel on s'appuie également, ce sont les partenaires comptables et financiers du groupe. EY, par exemple, nous a conseillé en termes de comptabilité pour le lancement au Canada. Ça pourrait être reçu par un associé local qui peut vous expliquer comment ça fonctionne. C'est toujours précieux. Vous avez aussi la BPI. La BPI, moi, Emmanuel m'a beaucoup aidé à me donner des noms, des contacts, des informations de prix sur l'institut international. Donc la BPI, vous êtes là pour ça aussi. Et on parle beaucoup d'international aussi tout au long de cette journée. C'est pas seulement ici. Vous vouliez rajouter un mot, Emmanuel? J'ai une autre question à mes côtés. On prend la question. Oui, bonjour tout le monde. Émeric Guinard, j'avais une question pour les entreprises familiales. Comment se sont passées vos négociations bancaires pour vos croissances externes? Il y a un sous-entendu dans la question? Moi, c'est tout fait. Je sors de 4 mois de négociation avec les banques. Non, elles ne sont pas finies, c'est clair. Moi, c'est un pool bancaire que mon père avait initié et qui était très, très solide. Et du coup, j'ai continué. Tous les ans, on les reçoit dans l'entreprise. On fait une explication de tous les résultats financiers du groupe. Donc, dans le pool bancaire, il y a cette connaissance du groupe, de notre manière de le gérer. Et du coup, l'acquisition qui faisait tout son sens stratégiquement, c'est pour ça qu'en 3 semaines, on a pu monter l'acquisition. C'est clair. Après, il faut aussi savoir aller voir ailleurs. Et puis là, il y a une nouvelle banque qui est rentrée dans le pool bancaire. Et puis voilà. Alors, à cette question, je dirais qu'il y avait un avant et un après. Il y avait le avant BPI et le après BPI. Avant BPI, c'était une vraie galère. Avec BPI, qui est maintenant impliqué, la division internationale, c'est facile et c'est un plaisir. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir parce que vous êtes là et vous nous invitez, mais parce qu'on l'a vécu et on le pense. Donc, je précise ma pensée. Pendant des années, quand on faisait des croissances externes, en fait, c'est quoi? On vous propose... on propose une opération, on vous pose des questions sur la cible et sur la stratégie et sur les business plans à 5 ans que, à l'évidence, vous n'avez pas forcément en main tous les éléments pour pouvoir le faire. À un moment donné, vous avez beau avoir tous les tableaux et tous les chiffres, il y a aussi la connaissance du marché, la connaissance des hommes, l'intuition de l'entrepreneur que vous ne pouvez pas mettre sur un tableur. Donc c'est un travail énorme avec les banquiers, alors que vos équipes sont déjà mobilisées pour voir comment acquérir, connaître les gens, voir les synergies. Donc vous ne savez pas, comme on est ETI et PME, on n'a pas des ressources inépuisables. On ne va pas faire nécessairement toujours appel à des cabinets parce que les tickets pour des opérations comme celle-ci sont de plusieurs centaines de milliers d'euros quand on fait une croissance externe de ce niveau-là.
Et donc, nécessairement, le banquier devient un problème dans l'opération. En tout cas, c'est notre vécu pendant des décennies. Donc, ce qu'on faisait, nous, dans notre métier, on acquiert beaucoup d'immobilier. Donc, quand on avait besoin de 5, 10 ou 15 millions, on donnait de l'immobilier qu'on avait déjà en hypothèque et on prenait le financement et on ne disait même pas aux banquiers ce qu'on allait faire parce qu'ils ne comprenaient pas. Voilà. Là aussi. Mais ça, c'était avant BPI. Depuis BPI, on met des opérations de croissance externe. BPI nous suit, et vous savez, vous connaissez la règle. Quand BPI vous suit, les autres banques suivent. Il y a un effet levier. Ça, c'est clair. C'était impressionnant. Le fait de dire, j'étais en discussion avec Emmanuel régulièrement. Franchement, les banques, au début, alors on n'a pas pu le faire pour différentes raisons, mais les banques ont suivi direct, quoi. Alexandre, vous vouliez compléter la réponse ? Non. Est-ce qu'il y a une dernière question de la part du public ? Je ne vois pas tout le monde. Oui, monsieur. Je me présente, je m'appelle John Snook, je suis britannique et je parle français. Encore. Bravo. Encore, oui. En fait, la question qui m'intéressait dans votre discours, c'est cette question de culture internationale. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont vos ressentis, parce que quand il y a des équipes qui sont très chauvins, parfois pas tellement ouverts, qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette question ? Merci beaucoup pour cette dernière question. Ça vous arrive, là, ça y est, c'est parti pour vous. Alors en fait, et je pense que les réponses diffèrent suivant les individus, bien sûr. Je vais vous donner ma réponse. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Intellectuellement, je me suis enrichi de ces contacts avec les différentes nationalités. Le plus grand board, le board le plus fantastique, ou la réunion de direction la plus fantastique, c'est quand vous avez un Allemand, un Britannique, un Français et un Asiatique. Parce que là, effectivement, au niveau culturel, on ne peut pas imaginer à quel point c'est différent. Le Français va taper du poing sur la table en disant « mais votre idée, c'est une connerie monumentale ». L'Anglais va vous dire « c'est intéressant, on va y réfléchir », ce qui veut dire la même chose. L'Allemand, lui, va vous demander 2 ans et 3 mois pour réfléchir, analyser tout avant de prendre une décision. Donc, quand vous mélangez tout cela entre la spontanéité et la rapidité de décision des Français ou des Latins, on démarre très très vite. Le raisonnement et le recul que prennent les Allemands pour aller beaucoup plus loin. Le pragmatisme des Britanniques, vous n'avez pas envie d'avoir un board que de Français. C'est QFD. Merci Alain Taïeb. Sur cet aspect interculturel. Oui, non, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, hein, surtout lorsqu'on part. L'équipe initiale était franco-française, mais avec des gens, pour le coup, même jeunes, qui, je l'ai découvert à mes dépens, parlaient très très mal l'anglais, voire pas du tout. Et c'est un vrai challenge, hein, parce que lorsqu'on parle d'international et qu'on voit que les gens sont un peu réticents, et j'ai découvert après quelques mois qu'une cause de réticence, c'était juste l'incapacité à parler anglais et à appréhender ce type de problématique. Donc ça met une certaine dose d'humilité. Et l'autre point important également, c'est de se dire que c'est ne pas sous-estimer, je dirais, l'adaptation du modèle, du concept, surtout lorsqu'on parle de métiers de service sur lesquels l'intangible évidemment est essentiel. Donc effectivement, l'approche commerciale, l'approche réglementaire, l'approche juridique est quand même bien différente. Et il faut surtout avec beaucoup d'humilité. Mais je pense que lorsqu'on arrive avec cette écoute-là et qu'on s'entoure évidemment localement avec des gens qui connaissent le marché d'autres nationalités, je trouve qu'il y a un vrai enrichissement croisé qui est extrêmement riche et intéressant. Merci Alexandre. J'aimerais vous entendre, Caroline Mathieu, justement sur cette dimension interculturelle. J'imagine, sans bien connaître encore votre réseau, que c'est un peu au cœur de la proposition du Family Business Network, un réseau international, vous l'avez rappelé, qui vise à faire se rencontrer des entreprises familiales qui partagent sans doute un peu les mêmes préoccupations, mais qui ont évidemment des cultures différentes. Concrètement, comment le vivez-vous au sein de votre réseau et qu'est-ce qu'il apporte, ce réseau FBN ? Alors concrètement, oui, on le vit à chacune des manifestations internationales qui sont organisées. La semaine prochaine, ce sera en Inde. Il y a 3 ans, c'était la Chine. Donc c'est déjà pour des dirigeants d'entreprise qui sont des pairs, qui se retrouvent tous autour de ces sujets de transmission et de pérennité, aussi une occasion de découvrir un pays, d'autres pratiques culturelles, d'autres habitudes de travailler, d'autres manières. Donc ça, on le mesure chaque fois. Ce qu'apporte le réseau, par exemple, cette dimension interculturelle, ce sera un des sujets d'atelier qui sera proposé l'année prochaine
en France, parce que bon, C'est une on parle- nécessité, on sent bien Oui. qu'il y a besoin. Oui, il y a besoin. Et puis ce que vous disiez aussi à propos de l'anglais, nous on le mesure chaque fois. Il y a très peu de Français qui, oui, et bon, c'est très générationnel aussi, hein, mais on se rend bien compte. Donc il y a tout ce qui est organisé à l'international, mais en France, on organise une centaine de réunions chaque année à Paris en région. Sur tous ces sujets-là, sur le développement à l'international, mais pas que, sur l'interculturel, parce que c'est important. Il y a des stages qui sont proposés, parce que, comme vous le disiez aussi dans vos témoignages, c'est important d'aller se faire voir ailleurs dès le plus jeune âge. Donc le FBN propose des stages dans des entreprises familiales françaises. Pour les nouvelles générations. Oui, exactement, parce que la formation et l'intégration des nouvelles générations, c'est très important. Tout le monde n'est pas destiné à reprendre un jour l'entreprise familiale, mais il faut que chacun puisse savoir de quoi il a envie et quel sera son rôle et sa place. Et une des meilleures manières de le faire, c'est d'aller travailler 1 mois, 3 mois, 6 mois dans une autre entreprise en France ou à l'étranger. Et ça, le réseau le permet. Il y a, le réseau ces permet passerelles. aussi. Aujourd'hui, on donne quelques chiffres. Il y a 1300 adhérents, c'est ça, en France, sur un réseau total au niveau mondial qui en compte 17 000. 17 000 adhérents dans le monde, c'est ça. Et donc 17 000 occasions de partage de connaissances. Et des présences de en bonnes région pratiques. en France aussi. Hein. Vous commencez Oui. à élargir le maillage régional Ça fait 5 ans pour aller qu'on dans a les commencé, territoires. et maintenant on est présent dans les principales régions françaises parce que c'est très important. On sait très bien que les entreprises familiales, elles sont ancrées dans les territoires, elles font vivre des régions. Les gens vous connaissent, c'est- les entreprises familiales. Elles ont ce réflexe d'aller frapper à votre porte ou il y a encore un travail les un peu... entreprises familiales sont discrètes. Mais oui, Bah, je sais bien, en tant que journaliste, j'ai parfois du mal à aller jusqu'à elles ou à me faire ouvrir leurs portes. Mais une des missions de notre réseau, c'est aussi de bien faire connaître ces entreprises à l'extérieur, de promouvoir ce modèle-là et donc nous-mêmes de nous rendre plus visibles. Mais on a des ambassadeurs pour cela qui sont très importants. Rajouter un mot de témoignage personnel, parce qu'à une de ces manifestations ou de ces séminaires des nouvelles générations, qui étaient organisés il y a quelques mois, mes 2 filles se sont inscrites et ont participé. Et elles sont revenues emballées et ont compris notre entreprise en étant pendant 2 jours avec 50 ou 60 jeunes d'autres entreprises. Ça y est, le en virus France. avait été Donc ça veut dire passé, là. qu'effectivement, elles ont compris un certain nombre de choses parce qu'elles partageaient avec des gens de leur génération un certain nombre d'expériences et ça leur a fait découvrir notre propre entreprise. Et donc aujourd'hui, elles sont enthousiastes à l'idée de ce qui se passe dans l'entreprise, qu'elles la rejoignent ou pas. C'est un beau retour d'expérience. Merci Alain Taïeb. On va peut-être terminer, il nous reste 3 minutes avec vous, cette table ronde. Isabelle Agnel, vous êtes co-organisatrice de cette séquence. Et aidez-nous peut-être à retenir les 3 ou 4 idées forces qu'il faut et que l'expertise d'EY justement permet de mesurer par rapport à cette internationalisation des entreprises familiales. Il y a des caractéristiques, on les a entendues au travers des exemples qui nous ont été donnés. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers à avoir lorsque justement on est une entreprise familiale et que l'on se lance dans cette dimension internationale? Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites par nos entrepreneurs. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour que le projet à l'international soit réussi, je pense qu'il faut déjà que le projet soit mature, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment, d'un point de vue stratégique, on réfléchisse bien pourquoi on y va. On a déjà parlé de ça tout à l'heure, mais je crois que c'est important de bien savoir pourquoi on y va. L'international ne peut pas être une fuite en avant parce qu'on est en échec sur son propre territoire domestique. Ça, je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit. Ensuite, je pense qu'il faut fédérer, c'est-à-dire les personnes qui vont être concernées par ce projet doivent être embarquées, fédérées, adhérer à l'acquisition. Et ensuite, je pense qu'il faut être accompagné, parce que je pense profondément que sécuriser le processus est un gage de réussite future et que l'accompagnement est le premier investissement de la réussite. Donc je pense que, vous l'avez vu, effectivement, c'est un chemin qui est compliqué jusqu'au deal et après on a tout le post-deal. Et je pense qu'il y a des cabinets de conseil compétents qui permettent de sécuriser et donc de gagner du temps et d'assurer la réussite de l'opération. Dans la durée. Il y a cette dimension temporelle là, qui est bien apparue au travers des témoignages et qui montre que ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas un coup, ça s'inscrit dans le long terme. Emmanuel Denoullet, le dernier mot. Je pense que se faire accompagner, c'est vraiment le mot-clé, je pense, à retenir. S'entourer effectivement d'experts parce que voilà, il faut préparer les choses, il faut faire les choses et il faut bien être accompagné dans toutes ces disciplines. Donc peut-être pour conclure, moi je voulais remercier les entrepreneurs parce qu'il y a effectivement beaucoup
beaucoup d'audace et de réussite, de succès avec vous trois aujourd'hui sur la scène. Et on est tous et de franchise aussi dans les propos. Et de franchise, voilà, vraiment d'avis différents sur l'intérêt d'être accompagné ou pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, on est tous impressionnés. Et le point commun, effectivement, de ces entreprises, c'est qu'elles se sont fait accompagner. C'est pour ça qu'on avait aussi demandé à EY d'être là, puisque s'appuyer sur des experts, voilà, des avocats, des auditeurs, voilà, des gens qui sont capables de structurer aussi les choses, c'est extrêmement important. Et le FBN aussi, sa présence est quelque chose de fondamental pour nous, parce que c'est trouver pour les entrepreneurs un endroit où où ils peuvent partager avec leurs pairs. Voilà. C'est ce qu'on essaie de reproduire aussi au sein de BPI. Alors, je vais faire une autopromotion commune avec FBN et BPI, voilà, puisqu'on a lancé un accélérateur dédié aux entreprises familiales. On a lancé l'idée d'un accélérateur aux entreprises familiales qui devrait voir le jour en décembre. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Caroline. Oui, c'est un accompagnement qui est proposé aux dirigeants d'entreprise. Alors là, il est vraiment dédié aux entreprises familiales. Les accélérateurs, ça fait 4-5 ans que la BPI en déploie. Nous, on s'est dit que c'était bien d'en proposer un dédié aux entreprises familiales, non seulement aux dirigeants, mais également à la personne de son choix. Donc c'est un accompagnement qui dure 2 ans. Qui est à la fois un accompagnement sous forme de formation, à la fois pour le dirigeant et la personne de son choix, sur tout un tas de sujets. On parlait de la gouvernance tout à l'heure, mais l'international est très important aussi. La marque employeur et tout l'engagement responsable, qui est le fil rouge de cet accélérateur, fera partie de la formation. Il y a un diagnostic de l'entreprise pour identifier les points clés sur lesquels elle a vraiment besoin d'être accompagnée, avec des experts de la BPI et du FBN. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Oui, tout ça avec un diagnostic et une formation sur 2 ans. Voilà, donc c'est. Et ça démarre en décembre. Ça démarre en décembre, c'est ça. Sélection des candidats. Sélection des candidats. En ce moment, il reste encore quelques places. Voilà. Vous savez faire du teasing. Voilà. Donc le président de la République va bientôt arriver, donc je vois que pas mal de personnes sont déjà esquivées pour aller essayer de le voir. Moi, je voulais juste conclure en remerciant encore les entrepreneurs, le FBN et EY d'avoir participé à cette table ronde. Voilà, on espère vous avoir transmis le virus de l'international, parce que c'est plus une option, c'est une exigence aujourd'hui. Et voilà, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour repartager encore plus avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée et bon retour chez vous.